Le pari est réussi pour le PS. Reportage et analyse avec notre correspondant à Paris et portrait de François Hollande, le favori des sondages, celui que personne ne prenait au sérieux il y a un an, aujourd'hui considéré comme l'adversaire le plus redoutable de la droite. Des étrangers expulsés de Suisse par vol spécial, de retour sur le sol helvétique quelques mois plus tard. Certains se livrent à nouveau à des activités criminelles. C'est le document de notre rédaction. Quelle est l'efficacité des mesures d'internement et d'expulsion forcée des étrangers? Isabelle Rochat est notre invitée. La chef du département genevois de la sécurité, de la police et de l'environnement répondra à nos questions. Réunion de crise à Berlin entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel sur la dette des pays de la zone euro. Ils doivent s'accorder sur un plan de soutien en faveur des banques européennes. Au même moment, à Bruxelles, les ministres français et belges tentent de sauver la banque Dexia qui risque d'être démantelée. Explication dans ce journal. La banque, univers impitoyable au cinéma. Dans le film de Bon Matin, Jean-Pierre Daroussin incarne un employé d'une banque qui ne supporte plus la pression de ses supérieurs. Il finit par les abattre. Film inspiré d'un fait divers. Vous entendrez le témoignage d'un ancien cadre d'une grande banque suisse. Depuis plusieurs semaines, les vols spéciaux et les centres de rétention administrative pour les étrangers en attente de renvoi suscitent la polémique. Inhumain pour les uns, insuffisant pour les autres. Ce soir, nous vous proposons un document qui remet en question l'efficacité de ces expulsions forcées. Nous avons retrouvé dans le canton de Genève plusieurs étrangers expulsés de Suisse par vols spéciaux. Ils sont de retour sur le sol helvétique. Un reportage signé Marc Galliardone. Expulsion du territoire suisse par vol spécial. Retour illégal quelques mois ou quelques années plus tard. Vous dépensez des fortunes pour envoyer les gens. Ça ne sert à rien parce qu'ils vont revenir. En une seule soirée dans le centre-ville de Genève, nous avons pu identifier 6 immigrés sans papier qui ont vécu cet aller-retour. L'un d'eux, Diallo, a accepté de témoigner. Ce ressortissant de Guinée-Conakry a été expulsé par le canton de Soleure en 2005. Une expulsion classe 4, la plus contraignante, celle réservée aux récalcitrants. De voler spécial, il faut attacher les gens, il faut mettre les casquets jusqu'en Afrique. Donc tu ne parles pas, tu vas à chez vous jusqu'à ton pays. 3 années plus tard, il prend un avion pour l'Europe et rejoint la Suisse en train. Contrôlé par la police, il est envoyé au centre de détention administrative de Frambois pour une nouvelle expulsion. Mais la guerre fait rage dans son pays, il ne peut pas être expulsé. Il est donc libéré et survit grâce au deal. Je vis dans la rue. Je vis là-bas. Et tu dors où? Je dors dans les escaliers au parc. C'est comme ça on vit. Des conditions de vie qui ne dissuadent pas ces gens de revenir sur le territoire suisse. Non, tout dépend d'où elles viennent. Les personnes des Balkans, pour eux, c'est extrêmement facile d'en revenir, évidemment. Et pour les personnes africaines, les plus débrouillées se débrouillent toujours pour revenir. Marie-Christine, elle aussi, ne devrait plus être en Suisse. Elle arrive illégalement du Cameroun en mars 2001. Sa demande d'asile est rejetée un an plus tard. Elle est finalement expulsée le 28 mai 2008 par un vol spécial au départ de Zurich. J'ai vu 10 policiers qui sont rentrés, qui m'ont cagoulé, qui m'ont ligoté et qui m'ont emporté. Ils m'ont mis dans l'avion. Un an plus tard, et avec un appui extérieur, elle prend un avion pour l'Italie, puis un train pour Genève. Interdite de territoire, elle risque une nouvelle expulsion. Et quand je vois l'attroupement de la police, j'ai l'impression qu'ils reviennent avec mon histoire, me prendre, me cagouiller et puis me ligoter. J'ai vraiment une grosse crise. Cette Camerounaise de 51 ans vit avec les 400 francs mensuels de l'aide d'urgence qui lui fournit également un logement. Isabelle Rochat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef du département de la sécurité, de la police et de l'environnement du canton de Genève. Alors, votre première réaction après avoir vu ce reportage, 6 cas de personnes expulsées, de retour en Suisse. On s'interroge sur l'efficacité des mesures de rétention et des vols spéciaux. Alors, remettre en cause les vols spéciaux, c'est remettre en cause la détention administrative, c'est-à-dire remettre en cause toute la politique d'asile en Suisse, c'est faire perdre sa crédibilité à cette politique d'asile. Et je crois que c'est un message qui maintenant ne passe plus.
Mais sans remettre en question l'existence de ces centres de rétention, on peut toutefois s'interroger sur leur coût. On va le voir sur les images. Le coût de la détention administrative dans un centre comme celui de Frambois, c'est 450 francs par jour. Ça peut aller jusqu'à 18 mois. Le coût moyen d'une expulsion forcée par avion, 9 470 francs par personne. C'est exorbitant. Ça peut atteindre plusieurs dizaines de milliers de francs lorsqu'une personne est détenue plusieurs mois dans un centre de rétention. Alors encore une fois, je crois que le coût d'un renvoi n'est pas à mettre en parallèle avec le coût de la sécurité. Et je crois que maintenant la population genevoise n'est plus prête à payer ce prix-là et qui est de toute façon inférieur au coût réel que représente un renvoi. Je crois que maintenant la population, les policiers ne peuvent plus subir ces attaques de ces personnes qui n'ont juste plus rien à faire sur le territoire et pour lesquelles l'impunité maintenant doit cesser. Mais plusieurs dizaines de milliers de francs pour une personne qui, une fois dans son pays, va trouver le moyen de revenir en Suisse. On l'a vu dans le reportage. C'est très cher payé pour une efficacité toute relative. Alors sur l'efficacité, je crois qu'il faut qu'on accepte le taux de récidive et la récidive existe dès le moment où il y a des lois pénales. Il y a aussi des récidives en prison, ceux qui sortent de Chandelon aussi récidivent. Je crois qu'à ce moment-là, les radars aussi sur les routes occasionnent des récidives pour les chauffards. On l'a vu il n'y a pas très longtemps, donc c'est vrai qu'il faudrait supprimer les radars, supprimer le code pénal. Je crois que ça n'a juste pas de sens. Isabelle Rochat, vous restez avec nous pour commenter une autre affaire qui secoue le canton de Genève. Selon nos informations, vous avez rencontré cet après-midi Daniel Zappelli avec le président du Conseil d'État genevois, Marc Muller. Officiellement, on parle dans vos services d'une réunion de travail informelle pour évoquer l'avenir du procureur général du canton de Genève après la démission en bloc de ses 4 adjoints. Aline Inhofer. Un soutien ou alors une remise à l'ordre, rien ne filtre sur la réunion de travail qui a eu lieu entre Daniel Zappelli et 2 membres de l'exécutif genevois, le président du Conseil d'État Marc Muller et Isabelle Rochat, tous 2 membres du PLR comme le chef du parquet. Ni l'heure ni l'endroit n'ont été communiqués. La rencontre a été qualifiée d'informelle, mais il a sans doute été question de l'avenir du procureur général. Car depuis quelques jours, c'est un véritable séisme qui secoue le ministère public genevois. La démission en bloc des 4 premiers procureurs a considérablement affaibli Daniel Zappelli. Ses compétences sont remises en cause. La gauche demande sa démission et même les siens, les libéraux, commencent à le lâcher. Alors le procureur général doit-il quitter son poste ? Personne ne semble aujourd'hui en mesure de prendre une décision. Isabelle Rochat, question simple. Avez-vous cet après-midi demandé à Daniel Zappelli de quitter ses fonctions, de démissionner ? Alors, je ne désire pas commenter, bien sûr, question simple, réponse simple. C'est une réunion informelle et je crois qu'en l'état, il n'est juste pas question de commenter plus avant. Mais tout de même, à droite, à gauche, les critiques fusent, il paraît de plus en plus isolé. Est-ce qu'il est encore en mesure de remplir ses fonctions aujourd'hui ? Je ne désire vraiment pas répondre à cette question. Je crois que le principal intéressé pourra vous répondre bien mieux que moi. Très bien, merci Isabelle Rochat d'avoir répondu ou du moins avoir accepté d'entendre nos questions. Journée historique pour le Parti socialiste français. Pour la première fois, il suffisait de payer 1 € et de se munir d'une pièce d'identité pour désigner le candidat du PS à l'élection présidentielle. Une révolution car jusqu'ici, seuls les militants socialistes avaient ce privilège. Selon les premiers chiffres, près de 2 millions d'électeurs ont voté pour départager les 6 candidats du premier tour. François Hollande, le favori de ce scrutin, qui a voté dans son fief de Tulle, en Corrèze, ici à l'image. Martine Aubry, Ségolène Royal, Arnaud Montebourg, Manuel Valls et Jean-Michel Baillet seront déposés aussi leurs bulletins. Et une apparition surprise, celle de Dominique Strauss-Kahn qui a voté à Sarcelles. Son retrait de la course à l'investiture socialiste a bouleversé les cartes de cette primaire. Il a indiqué avoir voté pour Martine Aubry. La grande inconnue de ce scrutin résidait dans le corps électoral. Qui s'est déplacé aux urnes ? Est-ce que le résultat du vote sera conforme à ce qu'indiquaient les derniers sondages ? Jean-Philippe Chalère, bonsoir. Avez-vous les premières estimations ? Oui, écoutez, pour le moment, le seul chiffre qui a été effectivement officiellement annoncé par Harlem Désir, donc au Parti Socialiste, c'est le chiffre de la participation à 17h qui était de plus de 1,5 million d'électeurs. On va sans doute frôler la barre ou la dépasser, la barre des 2 millions, ce qui est effectivement un chiffre très important puisque le Parti Socialiste avait fixé comme objectif
1 million d'électeurs. C'est vrai qu'au début, certains s'étaient un peu imprudemment avancés en espérant peut-être 4 millions, un petit peu comme en Italie. Mais effectivement, ce chiffre de 2 millions serait un succès considérable. Alors pour le moment, on n'a encore aucun résultat donc des 6 candidats. Une toute petite indication qui vient de tomber. Semble-t-il, François Hollande serait largement en tête en Guadeloupe. Vous voyez, c'est un petit département. Mais c'est tout. Pour le moment, on n'a rien. Les premiers résultats sont annoncés ici, on va dire en gros aux alentours de 21h30. Jean-Philippe Chalère, on vous retrouve dans un instant. Les bureaux de vote prévus par le Parti socialiste dans toute la France ont connu aujourd'hui une forte affluence. On regarde votre reportage à Paris. Quelle heure il est 9h? Oui, il est 9h. Le scrutin est ouvert. Pour le Parti socialiste, c'est le grand jour. Ouvrir près de 10 000 bureaux de vote avec ses propres moyens pour désigner son candidat à la présidentielle. 2 conditions pour les électeurs, signer une charte d'adhésion aux valeurs de la gauche et verser au moins 1 euro pour couvrir un coût global estimé à 3,5 millions d'euros. Regardez, je mets 2 euros. Un électeur de gauche qui a les moyens. Il y en a de la chance. Sympathisant de gauche, mais pas militant socialiste. Il s'agit de délivrer un message fort. Il s'agit de battre surtout Nicolas Sarkozy à la prochaine échéance. Voilà. Vous avez voté pour qui? François Hollande. J'ai voté Arnaud Montebourg. Parce que je trouve que c'est celui qui est le plus audacieux et qui, même si je ne souhaite pas qu'il soit au second tour, parce que je ne pense pas que ce soit le candidat idéal, d'un point de vue stratégique, je trouve d'un point de vue idéologique, c'est celui qui fait le plus bouger les lignes et qui commence à ressembler à un discours de gauche. Mais tous ne votent pas forcément à gauche. Moi je vote pas socialiste d'habitude, donc voilà. Mais je voulais choisir le candidat que je pense être le plus à même de battre Sarkozy. Vous votez pour qui? Ça dépend des élections. J'ai voté Bayrou en 2007, au premier tour. Certaines villes de droite ont tenté de faire de l'obstruction. À Issy-les-Moulineaux, le maire UMP a refusé d'accorder toutes les salles demandées. Le Parti socialiste a donc dû monter une tente sur le marché. Ici, tout le monde est loin de partager l'engouement des gens de gauche. L'UMP fait bien remarquer que plus de 40 millions d'électeurs ne se sont pas déplacés. Pour l'instant, de toute façon, j'ai pas d'opinion très précise par rapport aux différents candidats, donc voilà, je vais pas m'exprimer là-dessus pour l'instant. Ça me laisse un petit peu indifférente, donc moi de toute façon j'attends les présidentielles et puis voilà. Mais en attendant, les électeurs de gauche ne boudent pas leur plaisir. Donc les premiers résultats attendus dans la soirée. Intéressons-nous aux favoris des sondages depuis plusieurs semaines. François Hollande, l'ancien numéro 1 du PS. Il y a un an encore, seule une poignée de fidèles croyaient en ses chances. Il était alors moqué pour sa mollesse, son manque de charisme. C'était avant l'affaire DSK. Ces derniers jours, il se voyait déjà au second tour de la présidentielle. Gaspard Kuhn. Normal, mou, technocrate, sympathique, apparatchik, manipulateur, blagueur, consensuel, de tous les qualificatifs dont on a affublé François Hollande, il en est un qui a longtemps manqué, ambitieux. J'ai décidé de présenter ma candidature à l'élection présidentielle à travers la primaire du Parti socialiste. L'ambition présidentielle, il l'a pourtant toujours eue. Le parcours est classique. Sciences Po, HEC puis l'ENA, où il rencontre Ségolène Royal. Ils sont repérés par Jacques Attali, puis travaillent pour Jacques Delors, le père de Martine Aubry. Ségolène sera spécialiste du social, François de l'économie. Quand elle enchaîne les postes ministériels, lui, c'est face. C'est pour elle. Sa carrière, il la fera dans l'appareil du parti, jusqu'à remplacer Lionel Jospin comme premier secrétaire en 1997. Pendant 10 ans, François Hollande dirige un parti miné par les querelles. Des socialistes au bord du clash en 2005, lors du référendum sur la Constitution européenne. Puis c'est Ségolène contre tous en 2007. Elle perd la campagne, il perd sa compagne. Nous avons fait en sorte de mener notre combat l'un et l'autre, l'un avec l'autre, l'un pour l'autre. En animal politique, François Hollande saura rebondir. Une vraie métamorphose. Il perd 15 kilos, revient méconnaissable, souriant et bronzé, avec une nouvelle compagne journaliste. L'affaire du Sofitel lui donne un coup de pouce du destin. Du jour au lendemain, il passe de challenger à favori. La remontée dans les sondages est spectaculaire, avec des soutiens parfois inattendus. Je peux dire que je voterai Hollande. D'un corrézien à l'autre, comme pour fermer la parenthèse sarkozyste. Jean-Philippe Chalère, il faut rester prudent. Rien ne dit que le résultat correspondra à ce que disaient les sondages des derniers jours. Mais en cas de second tour entre François Hollande et Martine Aubry, dimanche prochain, est-ce que le report des voix des autres candidats sera décisif ?
Oui, vous avez raison, il faut effectivement rester très prudent. Effectivement, on attend ces résultats, c'est évident qu'on peut difficilement se prononcer avant, mais c'est vrai que ces deux personnalités sont favorites et que le report des voix sera décisif. Alors effectivement, c'est un jeu gauche-droite. Si François Hollande est en tête, il peut s'attendre évidemment à avoir comme renfort les voix de l'aile droite du parti, représentée par Manuel Valls et par le radical de gauche Jean-Michel Baillet. Martine Aubry, quant à elle, compte bien, évidemment, sur les voix qui se sont portées sur Arnaud Montebourg, qui est le plus à gauche, avec sa fameuse démondialisation, et aussi Ségolène Royal, qui reste effectivement la candidate, on va dire, des quartiers populaires et des banlieues. Alors évidemment, ce sera tout à fait décisif pour le deuxième tour, parce que de mettre en orbite Martine Aubry ou François Hollande, ça veut dire que pour la présidentielle de 2012, il y aura soit un candidat, enfin une candidate, si c'est Martine Aubry, marquée à gauche, qui saura effectivement rassembler les communistes, l'extrême gauche et les écologistes. En revanche, si c'est François Hollande, eh bien là, c'est vrai que l'on ratissera beaucoup plus large. François Hollande est un centriste, enfin, on va dire un social-démocrate de centre-gauche. Il saura donc rattraper les électeurs, en particulier de François Bayrou. Et effectivement, un certain nombre d'électeurs vont peut-être se poser la question d'ores et déjà, du vote utile. Il se rappelle qu'en 2002, le Lionel Jospin avait été éliminé et peut-être ne voudront-ils pas reprendre le risque en se disant qu'en votant Hollande, eh bien, ils assureront peut-être la victoire à leur camp. Ce soir, Jean-Philippe, c'est un pari réussi pour les socialistes, une forte participation à ce premier tour, une forte exposition médiatique depuis plusieurs semaines. Oui, le meilleur argument de vente, on va dire, en faveur de ces primaires, c'est François Fillon lui-même qui a reconnu à quel point ces primaires étaient nécessaires pour son propre camp, pour l'UMP en 2017, puisqu'évidemment ce n'est pas en 2012 qu'elles auront lieu. Alors effectivement, Paris réussit, 2 millions de votants pour le moment, selon les chiffres, les estimations. Il faut dire qu'il y avait effectivement de très fort succès des 3 débats télévisés auxquels se sont livrés les 6 candidats. Maintenant, il y aura effectivement sans doute un débat entre les deux tours, un débat qui sera peut-être un petit peu moins policé que les débats du premier tour. On peut s'attendre effectivement à ce qu'il y ait des propos peut-être un peu plus musclés entre les deux finalistes. Jean-Philippe Chalère, merci. Les dirigeants européens se sont retrouvés aujourd'hui à Bruxelles et à Berlin. Au problème d'endettement des États vient s'ajouter la situation délicate des banques européennes. En manque de capitaux, la banque franco-belge Dexia est particulièrement exposée. Explication de Gaspard Kuhn. Énième réunion pour rassurer ce soir à Berlin. Une réunion de crise, car les problèmes d'endettement des pays de la zone euro affaiblissent les banques qui ont investi dans ces obligations d'État. Pour des raisons que vous pouvez comprendre les uns les autres, nous nous en tiendrons au principe. Non pas parce que nous sommes en désaccord, notre accord est complet, nous savons parfaitement où nous irons. Mais nous avons des institutions européennes, nous avons des partenaires et il y a les marchés. Pas de détails donc sur le soutien apporté aux banques, mais une menace persistante pour la zone euro. Car les tractations pour le sauvetage de l'établissement franco-belge Dexia se sont poursuivies tout le week-end. Je ne peux pas parler, donc je ne parlerai pas. Plombé par son portefeuille d'obligations, Dexia pourrait être démantelé. Reste à savoir qui des Français ou des Belges paiera la facture. Plusieurs intérêts sont en jeu. C'est la tâche du gouvernement belge de trouver une solution équilibrée pour toutes ces parties. Le but de ces manœuvres, éviter une faillite surprise de Dexia qui, à la manière de Lehman Brothers, contaminerait toute la finance européenne. La nécessité de recapitaliser les banques semble aujourd'hui s'imposer comme une évidence. Elle pourrait coûter des dizaines de milliards d'euros. La France et l'Allemagne promettent une solution avant la fin du mois. En Tunisie, première confrontation avec des islamistes depuis la chute du régime de Ben Ali, à 2 semaines de l'élection de l'Assemblée constituante. Environ 300 militants salafistes ont tenté d'incendier le bâtiment d'une chaîne de télévision privée. Une quarantaine d'entre eux ont été arrêtés, emmenés en prison. Les manifestants protestaient contre la diffusion du film d'animation Persepolis, très critique à l'égard de l'Iran. Les islamistes sont ensuite allés protester devant l'université de Tunis contre l'interdiction pour les étudiantes de porter le voile intégral pendant les cours. À 2 semaines des élections fédérales, dernier épisode de notre série consacrée aux grands enjeux de la campagne. Ce soir, la classe moyenne que plusieurs partis redécouvrent dans leur programme. Pierre Nebel. En Suisse, 66% de la population active est salariée. Nombreux, surtout dans les classes moyennes, ont le sentiment que leur pouvoir d'achat recule. Des romans aussi défavorisés par les primes maladie. 100% en 10 ans, c'est complètement scandaleux. Ça augmente. Donc,
Cette famille, qui gagne environ 6 500 francs par mois, devra revoir son budget. Il va falloir renier sur d'autres dépenses. Comment faire pour décharger les familles ? Le PDC lance 2 initiatives populaires sur la famille. Je trouve que si on arrive à la fin du mois, on regarde, on calcule, on va à gauche et à droite et on a plus que ce qu'on avait avant. La classe moyenne helvétique tire la langue sous le poids des impôts, des assurances maladie ou du logement. La thématique commence d'ailleurs à intéresser les partis. Rien que cette année, 3 initiatives populaires se consacrent à ce qui est devenu un des enjeux importants de la campagne. Présent depuis des années sur le terrain de la famille et de la classe moyenne, le PDC est clairement leader. Le parti a lancé 2 initiatives cette année sur ce qu'il estime être le problème numéro 1 des Suisses. Pour nous, la classe moyenne et la famille, c'est le centre, le cœur de notre engagement politique. On va lutter avec nos 2 initiatives. On dit qu'on va défiscaliser les allocations familiales et les allocations pour les jeunes en formation. On va aussi en finir avec la discrimination du mariage parce qu'on paye plus d'impôts, on touche moins d'ABS si on est marié aujourd'hui. Et puis on veut supprimer les primes maladie pour les enfants. Mais le PDC n'est plus seul sur le terrain de la classe moyenne. Depuis peu, PS et UDC s'y sont convertis et occupent aussi le terrain, avec des solutions qui sont cependant très différentes. Après s'être beaucoup engagé pour les plus pauvres, le PS inclut dans son discours ce qui constitue une bonne partie de son électorat, le confédéré de la classe moyenne. On a un appauvrissement des classes moyennes, on a une précarité toujours croissante des plus défavorisés. Et c'est la même mécanique, c'est la même politique erronée de la droite qui nous a conduits dans cette situation. La préférence systématique qui est donnée au monde de la finance par rapport à l'économie réelle. La préférence systématique qui est donnée aux instruments de politique fiscale plutôt qu'à des instruments plus ciblés sur les loyers, sur la santé. L'UDC veut aider la même classe moyenne, mais avec une méthode toute différente. Plutôt que de pratiquer la politique de l'arrosoir, c'est-à-dire subventionner, nous souhaitons diminuer les charges. Parce qu'il y a un certain nombre de charges pour lesquelles on est client captif. Je pense à l'électricité, je pense au mazout, je pense à l'essence. Et en diminuant ces charges, naturellement, on laisse plus d'argent aux ménages. Quant au PLR, plutôt en retrait, il veut soutenir la classe moyenne en instillant plus de libéralisme dans l'économie. Lutter contre la bureaucratie, ça veut dire avoir des procédures qui coûtent moins. Et unifier la TVA, ça veut dire avoir 2% de moins à la charge des gens. Alors je pense que c'est un bon programme en faveur de la classe moyenne. La classe moyenne, un enjeu de campagne moins lourd et émotionnel que l'immigration ou le nucléaire, mais sans doute concernant pour beaucoup de Suisses. Et on reparle des banques au cinéma cette fois. Le film De Bon Matin de Jean-Marc Moutou sort cette semaine sur les écrans romans. L'histoire d'une descente aux enfers. Le cadre d'une banque ne supporte plus la pression qu'il subit sur son lieu de travail. Il finit par abattre ses supérieurs. Un film glaçant inspiré d'un fait divers zurichois. Emmanuel Tagnard et Briac Boucaud sont allés voir le film avec un ancien cadre d'une grande banque suisse. Il livre ses impressions, un témoignage rare. Je me suis totalement investi dans mon métier. J'y ai mis le meilleur de moi-même. De Bon Matin est un film choc. L'acteur Jean-Pierre Daroussin y incarne un cadre de banque internationale qui abat de sang-froid 2 de ses collègues. Bande de lâches! Est-ce que vous vouliez, non? C'est un fait divers à la Banque cantonale de Zurich en 2004 qui inspire le film. Un conseiller financier de 56 ans avait alors ouvert le feu sur 2 de ses supérieurs directs avant de se suicider. Un passage à l'acte extrême d'un homme broyé par les restructurations et la course au profit. Yves Rotlisberg a été cadre dans une grande banque suisse pendant 20 ans. Pour lui, ce film illustre parfaitement bien un univers impitoyable qui peut pousser à bout ses employés. C'est un monde qui est sans pitié, sans merci. Donc à partir de là, on peut se retrouver assez vite très seul, très esselé, sans soutien, sans encouragement, parce qu'on ne comprend pas le fonctionnement de tout le système. Je vois que tu tiens pas tes objectifs. Tu fais 10% de moins que la moyenne de tes collègues. Comment tu expliques ça? On te propose le poste qui se libère. C'est une plaisanterie. Ça n'aura aucune incidence sur ton salaire. On n'a pas le droit. De toute façon, on peut rien faire, non, Antoine? C'est ce que tu vas dire? Il y a 11 ans, ce système de management pernicieux faillit détruire aussi Yves Rotlisberg. Ça s'est présenté aussi un peu comme dans le film, c'est-à-dire on nous enlève quelques tâches, on nous affuble de tâches supplémentaires, on essaie de transférer certains clients à d'autres collègues, on nous donne l'impression de monter dans la hiérarchie alors qu'en finalité on essaie de contourner ce
pourquoi on a été engagé. On oublie la famille, on oublie beaucoup de choses dans ce contexte-là. On oublie qu'en face de soi, on a un être humain. Et je ne dis pas non plus qu'il faut jouer à la Croix-Rouge, mais il faut néanmoins respecter la personnalité de chacun. Ne supportant plus la pression et préférant préserver sa santé mentale, il choisit finalement de quitter la banque pour devenir indépendant. Pour lui, ce film décrit des stratégies de manipulation très répandues. Spécialisée dans le traitement des addictions, Sophie Nicole connaît bien la problématique de la souffrance au travail. Ce qu'on peut faire pour éviter un tel drame, c'est ne pas se laisser embrigader dans la loi du silence et de verbaliser les choses, casser le tabou et vraiment exprimer le plus rapidement possible avec le plus grand nombre de personnes votre réalité émotionnelle. Ne restez pas seul avec ça. Surtout ne restez pas seul avec ça. Une sonnette d'alarme nécessaire dans une société de plus en plus en crise. Avant de refermer ce journal, retour sur l'une des informations de la journée. Selon la chaîne de télévision française iTélé, sur un résultat de 20 000, un échantillon de 20 000 électeurs, François Hollande serait en tête de la primaire socialiste, suivi de Martine Aubry et d'Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg qui aurait donc devancé Ségolène Royal et arriverait en 3e position. C'est la fin de ce journal. Au nom de toute la rédaction, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de Philippe Jeanneret, puis mise au point qui se penche ce soir sur les effets positifs du réchauffement climatique sur la viticulture en Suisse. Excellente soirée à tous. L'information en continu, c'est sur tsrinfo.ch. À 50% des patients qui viennent